Bienvenue au MetaLife Podcast, je suis votre hôte Laura. Cheminez avec moi vers une vie rayonnante de santé. Aujourd'hui, Margot et moi discutons de la santé au travail et du burn-out. Margot est psychologue du travail. Margot, bienvenue sur ce podcast. Est-ce que tu pourrais s'il te plaît nous dire qu'est-ce que c'est la santé du travail ou au travail et qu'est-ce que c'est un burn-out? Alors la santé au travail, c'est pour moi comment déjà l'environnement de travail ne va pas nous péjorer. C'est-à-dire qu'on a un certain bien-être qui nous appartient et le travail ne doit pas avoir d'impact négatif sur ce bien-être-là via l'environnement, les relations, le stress, les tâches, etc. Et le burn-out, c'est justement d'être dans un processus. Déjà, le burn-out, c'est un processus. Il y a un côté d'une chronicité et d'un temps où on va être exposé en fait. Et plus cette exposition va durer, plus le processus va être entamé et va nous mener à un épuisement. Donc le burn-out déjà c'est un épuisement qui est dû à un épuisement de nos ressources, qui est dû à un environnement de travail ou à une relation qu'on a avec le travail qui nous a menés dans ce processus-là. Ok, quand tu parles de ressources et d'énergie au travail, le travail ça coûte de l'énergie. Mais ça devrait nous coûter combien d'énergie? Le travail, ça nous coûte de l'énergie, mais ça peut aussi nous en apporter. Donc tout est une histoire de balance. On a un quota d'énergie à disposition, comme on a un budget et des finances à disposition. Et donc il faut que ce quota, on n'en dépense pas plus que ce qu'on en a. Si on en dépense plus que ce qu'on en a, dormir la nuit ne va pas nous remettre les compteurs à zéro. D'accord. On va repartir avec une dette envers son corps, envers soi-même. Et cette dette-là, on va finir par la payer. Ok. Et quand tu parles de burn-out, est-ce qu'il y a des signes précurseurs au burn-out? Est-ce qu'il y a des personnes types qui font un burn-out? Et est-ce qu'il y a des stéréotypes par rapport aux personnes qui font des burn-out? Oui, si je réponds pas à toutes les questions, tu me diras. Mais au niveau des personnes types, oui, il y a des personnes types qui font des burn-out, mais ça reste des généralités. Donc si vous appartenez pas à ces personnes types-là, ça ne veut pas dire que vous en ferez jamais. Comme si vous appartenez à ces personnes types-là, ça ne veut pas dire que vous en ferez forcément un, heureusement. Mais par exemple, les personnes hypersensibles, les personnes à haut potentiel intellectuel, les personnes qui sont très impliquées dans leur travail de façon générale ont plus de risques puisqu'elles vont avoir un investissement de soi qui va être supérieur et puis elles vont avoir une utilisation de leurs ressources et de leur énergie qui va être différente et qui va favoriser ce processus d'épuisement en fait. Après, au niveau des symptômes, il y en a dans plusieurs catégories. On n'est pas obligé d'avoir tous les symptômes pour être en burn-out, mais il y a des symptômes qui peuvent être au niveau cognitif. J'ai des problèmes à me concentrer, je vois plus correctement les priorités, en tout cas en termes d'efficacité au travail, je me sentirais moins efficace. Puis justement, on peut rentrer dans un effet boule de neige parce que je me sens moins efficace, donc je m'investis plus pour compenser. Et du coup, j'augmente en fait le processus d'épuisement. Il peut y avoir aussi des symptômes physiques, des problèmes digestifs, beaucoup de fatigue, des problèmes de sommeil. Ça peut être aussi au niveau de la peau, de l'eczéma ou ce genre de choses. Et puis il y a aussi tout ce qui concerne le relationnel, où on va avoir beaucoup plus de peine à entrer en relation avec les autres, puisque entrer en relation demande une forme d'énergie dont on n'a plus à disposition. Et donc je vais m'isoler, ou voire je vais dépersonnaliser les personnes, c'est-à-dire que j'arriverai plus à considérer les personnes comme des êtres humains presque. Il y a des personnes qui vont perdre leur empathie, leur bienveillance envers autrui, et qui vont en couper leur relation, souvent que ce soit amicale ou au travail, pour se préserver. C'est un peu l'activation d'un mode survie. Et ça peut être jusqu'à ne plus arriver à faire des tâches quotidiennes qui peuvent être basiques, tellement le processus d'épuisement est avancé. Donc il y a vraiment un lien entre le cognitif, le physique, l'émotionnel aussi. J'arrive plus à gérer mes émotions, il y a des up and down, et puis j'ai plus de patience, je suis irritable, je gère plus la frustration, etc. Tout ce qui est amplifié, quand on est fatigué, déjà on le sent de façon assez naturelle. Et là, ça va être amplifié parce qu'on est au-delà d'une simple fatigue. Et au fait, le burn-out, c'est pas un symptôme, c'est une cumulation de symptômes, c'est ça? Oui, le burn-out, c'est une cumulation de symptômes, mais la difficulté, c'est que c'est des symptômes qui peuvent être
précurseur d'autres problématiques que le burn-out, d'où la difficulté du diagnostic en fait, parce que je peux avoir des problèmes digestifs sans être en burn-out, je peux avoir des problèmes de sommeil sans être en burn-out, etc. Donc il faut d'abord aller voir son médecin, puis éliminer toutes les autres causes, des carences, des problèmes de thyroïde par exemple, qui peuvent générer les mêmes problématiques. Puis quand les autres causes sont éliminées, eh ben, on va se diriger vers la cause de burn-out, où effectivement, ça va être une cumulation de symptômes qui ne seront pas forcément tous arrivés en même temps. Mais pour moi, le point de vigilance, c'est de dire à quel point il y a une évolution dans ces symptômes, vu que c'est un processus. C'est que je peux avoir du stress sur 15 jours, un mois, et puis avoir des symptômes, avoir du mal à dormir ou ruminer toute la nuit, etc. Mais si j'ai un entretien d'embauche, ça fait partie de la norme. Je ne serai pas dans un processus de burn-out. Ouais. Mais si ça dure sur une période d'environ 6 mois, par exemple, et que sur cette période-là, j'en ai de plus en plus en termes de nombre, ou en termes d'intensité, ou en termes de fréquence, et ben là, il faut que je m'alarme en fait. C'est qu'on a un peu comme un feu rouge, du rouge, du orange, du vert. Je peux passer du vert au orange sans forcément m'inquiéter parce qu'on n'est pas toujours au top tous les jours et puis c'est OK. Mais je ne dois pas passer du orange au rouge. Donc je dois vérifier, je dois m'analyser régulièrement où est-ce que j'en suis, comment ça évolue. Mon sommeil, est-ce que je passe plus de nuits où je dors mal? Est-ce que je dors de plus en plus mal? Quel est l'impact sur mes journées le lendemain? Est-ce que ça se stabilise? Est-ce que ça empire, etc. Et le diagnostic, ça doit être fait automatiquement par un médecin ou ça peut être fait par un psychologue ou quelqu'un d'autre? Alors, la case médecin, pour moi, elle est obligatoire pour l'élimination des autres problématiques. Après, tous les médecins n'ont pas forcément une bonne connaissance de ce que c'est que le burn-out. Donc, en tout cas, pour moi, le médecin, en premier lieu, c'est de dire est-ce que déjà, il n'y a pas d'autres problématiques de santé? Et une fois que ça c'est éliminé, ça peut être un psychiatre, ça peut être un psychologue effectivement qui fasse ce diagnostic-là. D'accord. Et quels sont les stéréotypes que tu entends beaucoup par rapport aux personnes qui ont fait des burn-out? Alors le stéréotype général, c'est le burn-out c'est pour les faibles, voire moi personnellement je ferai jamais de burn-out, c'est pour les autres. Pourquoi? Parce qu'on oublie la cause racine du burn-out et on estime que le burn-out est dû à une faiblesse psychologique. Un craquage psychologique. Or, le burn-out, c'est un craquage du corps. Ouais. Et pour moi, c'est là la base de l'origine de ce stéréotype-là. Et je rappelle souvent que le craquage du corps, il arrive que quand on a repoussé ses limites à un tel point que le corps lâche. Donc les personnes qui vont arriver à ce point à repousser leurs limites sont des personnes qui sont fortes, qui sont des battantes, parce que sinon, je ne vais pas aller jusque-là, je vais m'arrêter bien avant. Si je n'ai pas de la force mentale, si je n'ai pas de la résilience, je ne me mettrai pas à ce point en risque dans mon corps parce que c'est difficile en fait. C'est vraiment le côté je baisserai jamais les bras, il faut y aller, c'est pas grave. Voilà, on va s'auto-rassurer quand on a cette forme de résilience, ce qui fait qu'on va pas être à l'écoute de soi et qu'on va arriver dans ce processus. Et en quelques mots, est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre un burn-out et une dépression? Je vois que j'ai touché un point sensible. Oui, alors ce sont mes mots, mais je vais tenter de l'expliquer avec mes mots. La dépression, elle a une origine au niveau du cerveau et au niveau de l'équilibre chimique au niveau du cerveau. Ce qui fait que les impacts peuvent être les mêmes et les symptômes peuvent être les mêmes. C'est pour ça qu'il y a une nuance qui est difficile à faire, mais l'origine est différente. C'est que la dépression, l'origine, elle est vraiment au niveau du cerveau avec un déséquilibre de certaines hormones de récompense, de plaisir, etc. Ce qui fait que on va avoir du mal à avoir du mouvement en avant ou de la proactivité dans sa propre guérison, ce qui ne va pas être le cas pour le burn-out par exemple. Désolée pour la comparaison, mais si on prend l'exemple de quelqu'un dont l'action devrait être de se lever et de marcher, une personne en dépression, le message « lève-toi et marche » se forme dans le cerveau et ne part pas. Et du coup, elle ne va pas s'engager. Une personne en burn-out va arriver à un tel point d'épuisement physique que le message se forme dans le cerveau, part au niveau des jambes, puis les jambes disent « mais nous, on n'a pas l'énergie nécessaire » pour pouvoir se mettre en avant.
Il y a une jolie analogie que j'avais entendue par rapport à la différenciation entre le burn-out et la dépression. C'est que si on propose à quelqu'un qui est en dépression de partir en vacances et que la personne n'a rien besoin d'organiser, que tout est fait pour elle, elle n'aura peut-être pas envie de le faire. Alors qu'une personne en burn-out aura peut-être l'envie, mais juste pas l'énergie de sortir du lit ou de sortir de chez soi pour partir en vacances, même si tout est organisé. Exactement. Merci d'avoir vulgarisé ça pour moi. Mais c'est exactement ce que je voulais dire, c'est qu'en termes d'entrain, c'est pas du tout la même chose, mais que ça soit pour l'un ou pour l'autre, c'est pas une histoire de volonté. Parce que souvent, on se dit, mets-toi un coup de pied au derrière et puis tu peux le faire. Que ça soit pour les personnes en dépression ou en burn-out, il n'y a pas une histoire de volonté. Chaque personne a envie de s'en sortir puis d'être bien. Sauf que la personne en dépression, c'est au niveau vraiment de la chimie du cerveau, ce qui fait qu'il y a cet élan qui ne peut pas se faire. Alors que la personne en burn-out, elle a l'élan, mais elle a le corps qui ne suit plus en fait, parce que c'est un épuisement du corps, c'est un épuisement qui est d'origine physique et qui a des répercussions sur le psychologique. Est-ce que ça se voit, une personne qui est en burn-out? Eh bien, pas toujours. Ouais. Pas toujours parce que souvent c'est des personnes qui ont cette forme de résilience, donc qui vont tout faire pour ne pas le montrer, voire qui vont être dans un déni elles-mêmes. Mais pour une personne en dépression, c'est pareil de façon, si on n'est pas au quotidien avec elle, on ne va pas forcément le voir. Je ne sais pas si tu as vu cette campagne de personnes, de proches de personnes en dépression qui montraient des photos d'elles très souriantes, en faisant des activités, etc. Donc il faut faire un peu attention à ces stéréotypes et de dire oui, mais je la vois sourire ou je la vois faire des activités, donc tout va bien pour elle. Et c'est comme les réseaux sociaux, on voit que des belles photos avec des gens qui ont de super vies, mais est-ce que c'est vraiment la réalité? Pas forcément. Exactement, exactement. Et si on a fait un burn-out, quelles sont les conséquences de ce burn-out sur le corps, sur l'intellect et sur l'émotionnel? Alors, je vais rassurer tout le monde, j'espère. Il n'y a pas de choses irréversibles au niveau de l'intellect, du cognitif, même si on peut avoir des symptômes très importants comme des pertes de mémoire, etc. On peut retrouver ces capacités et c'est souvent une inquiétude des personnes, par exemple, à haut potentiel intellectuel qui sont dans ces personnes à risque, qui ont une capacité intellectuelle, cognitive, lambda pour elles, et qui ont peur de ne pas retrouver ça, de ne pas retrouver leur capacité, leur efficacité, et qui vont pouvoir la retrouver. Par contre, le corps, il va quand même subir un certain traumatisme, d'avoir subi cet épuisement à un tel point que les limites ont été atteintes, et donc il va falloir réétablir un lien de confiance entre soi-même et son corps, pour montrer à son corps, maintenant je t'écoute, je t'ai pas écouté jusqu'à tel point que tu t'es fait du mal ou je t'ai fait du mal. Donc maintenant, je vais te montrer que je suis à ton écoute. Et si on ne fait pas cette démarche-là, malheureusement, on peut répéter le process. J'ai souvent entendu les personnes qui font un burn-out, elles s'en remettent jamais complètement. Et puis, de l'autre côté, pour les personnes qui ont vécu des burn-out, ce que j'ai aussi souvent entendu, c'est maintenant, je vais bien, mais mon corps m'envoie des signaux très très forts, presque violents, dès qu'il y a quoi que ce soit qui se passe dans la vie. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où ça vient? Pour moi, c'est vrai ou faux selon la démarche qu'on entreprend, c'est-à-dire que oui, je peux potentiellement ne jamais m'en remettre si je ne fais pas une démarche d'identification des causes. Qu'est-ce qui m'a mené en burn-out? L'environnement, moi, quels sont mes facteurs de risque? Est-ce que je les prends en main, etc. Si je ne fais pas cette démarche-là, évidemment, recommencer comme avant, au même endroit qu'avant, il y a de fortes chances que j'arrive au même résultat, voire plus vite. Par contre, je dirais à l'inverse, si j'ai fait cette démarche-là, oui, je ne suis plus la même personne qu'avant, mais je me connais parce que je me connais mieux, parce que je connais mieux mes limites, parce que je les pose plus. Donc, pour l'entourage, ça peut être un peu perturbant de dire on a une personne qui nous disait toujours oui, puis maintenant elle nous dit non, donc ça nous embête un peu, et puis on la reconnaît pas. Mais ça ne sera pas une autre personne, ça sera une personne qui prend soin d'elle et qui se connaît, qui est prêt à poser ses limites. Donc ça sera toujours cette personne-là, mais cette personne-là qui ne va plus aller dans le non-respect de soi-même et de ses besoins. Mais effectivement, pour ces signaux violents dont tu me parlais, c'est en lien avec ce que je te disais, le lien de confiance que tu dois rétablir avec ton corps. En fait, le corps, il va réagir violemment par rapport à ce traumatisme en disant avant je t'envoyais des petits signaux, tu les as pas écoutés, j'ai fait crescendo, tu t'as toujours pas écouté et puis on en est arrivé là. Maintenant, je vais t'envoyer des signaux forts tout de suite parce que j'ai pas envie d'avoir la patience que j'ai eue, parce que j'ai vu où ça m'a mené. Donc,
je t'envoie ces signaux-là forts, je vois si tu les écoutes ou pas, et si tu les écoutes, au fur et à mesure, en fait, on fait la courbe de Gauss dans l'autre sens, quoi. J'ai monté crescendo, je descends les signaux crescendo jusqu'à ce que je te fasse confiance et que je me rende compte que dès qu'il y aura un petit signal, tu l'écouteras et puis on pourra fonctionner main dans la main, quoi. Et pour les personnes qui ont fait un burn-out, est-ce que, à ton avis, c'est nécessaire d'être suivi psychologiquement pour récupérer du burn-out, changer ses habitudes et repartir sur des nouvelles bases? Ou est-ce qu'une personne peut s'en sortir seule sans aucun problème? On pourrait s'en sortir seul, mais pour moi, c'est vraiment de l'exception. Je ne suis pas en train de prêcher pour ma paroisse, hein, mais c'est simple. C'est simplement qu'on a besoin d'une distance et d'une prise de recul sur soi-même dans un moment où on a plein de symptômes, où on est fatigué, où on ne dort plus, on a des problèmes de mémoire. Donc avoir cette prise de recul-là seule, déjà, quand entre guillemets tout va bien, c'est évident pour personne et c'est normal. Mais quand en plus on est dans un processus d'épuisement, pouvoir juste prendre le recul sur tout ça, c'est quand même très très complexe. Comme pour les personnes qui se demandent mais est-ce que je peux récupérer sans me mettre en arrêt, ça demande de l'énergie de faire ce travail-là. De l'énergie qu'on n'a plus vu qu'on est dans un processus d'épuisement. Donc rien n'est impossible, oui, je peux faire ce travail-là en continuant de travailler. Selon où on en est dans le processus d'épuisement, hein, si mon corps il refuse de se lever du lit, mon corps il refuse de se lever du lit. Hein. Mais pour moi, c'est se mettre dans une difficulté. Et une difficulté non nécessaire puisqu'il y a des personnes qui peuvent nous accompagner pour ça. Et c'est pas un signe de faiblesse, c'est juste un signe pour moi justement de courage, de dire je mets cette énergie-là pour moi maintenant, accompagnée par quelqu'un. Ouais. Merci pour ce bon message. Et dans les entreprises, si par exemple je suis chef ou que j'ai un collègue que je vois qui est en difficulté, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire? Alors on pourrait avoir l'impression que ce que je vais dire aux collègues est useless parce qu'on n'a pas l'impression qu'il nous entend. Parce que la personne, effectivement, elle va être longtemps dans une forme de déni, sinon elle n'arrive pas au processus d'épuisement, si elle est consciente. Mais c'est une goutte dans un verre d'eau et en fait, souvent, j'ai entendu des personnes dire en fait, c'est le fait que plusieurs personnes m'aient donné la même info qui a fait qu'au bout d'un moment, j'ai commencé par la prendre. Donc, le collègue qui va me le dire, mon supérieur, mon conjoint, ma conjointe, mes amis, mon frère, ma sœur, etc., au bout d'un moment, je vais plus pouvoir ignorer. Parce que c'est des personnes qui ne se connaissent pas, qui me donnent le même message. Évidemment, si ce message-là, il est fait dans la bienveillance, ça peut me faire tilt au bout d'un moment. Et c'est aussi ces personnes-là qui vont être mes garde-fous, en plus de moi-même, pour mon processus de guérison et ma reprise du travail, etc., où je me dirais effectivement, rétroactivement, moi, quels symptômes j'ai eu et quelles remarques j'ai eues de mon entourage. Et peut-être je ne les ai pas pris au bon moment à cette époque-là, mais cette fois-ci, ces remarques-là, j'y serai attentif. Ok. Est-ce qu'il y a des mesures préventives qu'on peut prendre, qu'on se rend compte « Ouh, je suis un peu à la limite, je risque de tomber dans un burn-out si je continue sur ce chemin ». Évidemment. Et pour moi, ça devrait être tout le temps comme ça, de se dire j'agis avant qu'il y ait le feu plutôt que de l'éteindre. Il y a des mesures préventives d'équilibre, de gestion de ses ressources et de son énergie, d'identification aussi de son fonctionnement, de sa relation au travail, de son environnement de travail, de ses causes de stress, etc. Bien sûr qu'on peut agir. Donc on n'est pas un cas perdu. Si on est une personne à risque, qu'on adore un peu trop son travail, on peut quand même s'en sortir. Oui, et heureusement, et on n'est surtout pas, justement, dans mon travail quotidien, c'est ce que je dis aux collaborateurs et collaboratrices, c'est « venez me voir quand tout va bien ». Oui. Et c'est pas parce qu'on va voir la psy, ça peut être un peu repoussant, que ça veut dire qu'on a un problème psy. Non, je vais voir quelqu'un justement pour ne pas être dans ce problème-là et parce que je suis juste une personne qui aide à prendre du recul et on en a tous besoin parce que personne vient long fleuve pour tranquille, que ça soit dans sa vie privée ou dans sa vie professionnelle. Et puis juste d'avoir ces moments de pause, je me mets sur pause avec quelqu'un, ça on le fait pas spontanément. Donc juste de se mettre sur pause quand tout va bien, ça permet de continuer d'aller bien tout simplement. Ouais. Donc c'est vraiment le message que j'essaye de passer, de dire on vient me parler quand tout va bien. Si tout va mal, je serai évidemment là. Mais vaut mieux venir me voir quand tout va bien pour que ça continue d'aller bien. Ouais. Et est-ce qu'on peut parler
de ce qu'on appelle le hustle culture. On est le premier au travail, on est le dernier à partir, on est super motivé, on essaie d'être aussi efficace que possible. Qu'est-ce que tu en penses? Quel est l'effet que ça a sur notre santé? Et est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour démonter, entre guillemets, ce mythe de l'efficacité de cette culture du travail qu'on a actuellement? Merci d'aborder la question parce que c'est une question très importante dans le burn-out. Le burn-out, l'origine du burn-out est professionnelle. Alors, il existe des burn-out parentaux où l'origine va être la vie familiale, mais le burn-out tout court, entre guillemets, l'origine est professionnelle. Mais les causes sont multiples. Les causes peuvent être individuelles, on l'a vu avec certains profils à risque, la relation qu'on a au travail, l'éducation qu'on a eue, mais qui est liée à la cause aussi sociétale, parce que l'éducation qu'on a eue dépend de la culture dans laquelle on a évolué. Donc il y a des causes sociétales, aussi des causes professionnelles, de l'environnement professionnel. Donc on en arrive à la cause sociétale qui est réelle. C'est-à-dire que le burn-out ne va pas être, entre guillemets, le même selon les cultures, les pays d'où on vient. Alors oui, il y a une histoire, selon le pays, de diagnostic qui n'est pas forcément fait parce que ce n'est pas forcément connu, mais il y a aussi une histoire de monde d'entreprise qui n'est pas le même, comme tu dis, de dire on est censé arriver le premier, ou est-ce que mon emploi il est alimentaire, ou est-ce qu'il y a toutes ces attentes de la société, comme on voit avec les réseaux, je suis censée être jolie, être ambitieuse, mais aussi m'occuper des enfants, mais faire du sport, mais partir en vacances, faire la cuisine et entretenir correctement ma maison. Désolée, je prends les stéréotypes féminins, mais bon, c'est ceux que je connais le mieux. Donc, il y a tous ces stéréotypes aussi qui existent au travail, où le travail est censé m'épanouir, m'apporter ci et ça, me démontrer en termes de compétences, de qualité de personne, d'estime de moi, etc. Et ce qui va générer cet investissement, c'est toute cette culture, toutes ces attentes sociétales, tout ce côté, aussi le parcours scolaire que j'ai eu. Est-ce que c'était très compétitif? Est-ce que c'était individualiste? Et je reproduis ça dans le monde de l'entreprise et je vais m'investir pour justement, parce que les autres vont être vus comme des adversaires. Donc c'est aussi pour ça que je pars le premier et le dernier, parce que j'ai peur qu'ils me prennent ma place ou de perdre ma place parce qu'eux feront plus que moi ou mieux que moi. Et tout ça, c'est lié à ces cultures, c'est sûr. Quel est le meilleur exemple qu'un patron peut donner à ses employés, à ton avis? Le meilleur exemple, c'est de surtout pas être dans le fait ce que je dis, mais pas ce que je fais. Donc, c'est-à-dire que si je vais dire à mes employés qu'ils n'ont pas besoin de faire des heures supplémentaires, mais que je leur envoie des mails le dimanche à 22h, je crée chez eux une forme de norme, de dire si mon patron, mon supérieur m'envoie un mail le dimanche à 22h, c'est qu'il attend de moi que j'y réponde. Même si ce n'est pas l'intention de la personne, c'est ce que ça génère chez l'autre, on n'en a pas toujours conscience. Ou si je fais des heures sup, ou si je me surinvestis dans mon travail en tant que supérieur, c'est une norme que je donne à l'équipe inconsciemment. Donc c'est de dire, si moi je prends soin de moi et que je commence par là, c'est le masque à oxygène sur soi pour sauver les autres, et là, j'inclus une autre norme et je dis, oui, je suis crédible quand je vais dire aux autres de prendre soin d'eux et de ne pas trop s'investir. Donc, si je résume, le meilleur exemple qu'un patron ou une patronne peut donner à ses employés, c'est de prendre soin d'eux-mêmes. Exact. Merci! Merci, ça a été incroyable de parler avec toi, Margot. Nous terminons chaque épisode avec quelques questions brûlantes. Es-tu prête? Je suis prête. La première question brûlante est: quel est ton souhait le plus cher pour cette vie? Mon souhait le plus cher pour cette vie, c'est de pouvoir profiter de chaque instant en pleine conscience. Oh. Ça, c'est dur. C'est un beau souhait. Oui. Et complète ces phrases. Le monde a besoin de plus d'empathie et d'intelligence émotionnelle. Merci. Il y a beaucoup d'invités qui parlent de compassion et je pense que c'est des thèmes qui se regroupent et on se rend compte que dans notre société, on en a besoin. Mm-hmm. Et je suis reconnaissante pour mes proches et la qualité des liens que j'ai avec eux. Et finalement, la question la plus brûlante de tout l'épisode: si je pouvais cuisiner une chose pour toi, quelle serait-elle? Un merveilleux cheesecake et je te fais entièrement confiance pour ça. Margot, j'apprécie ta présence sur notre podcast. Merci d'avoir été aussi généreuse avec ton temps. À notre audience, je vous invite à partager cet épisode avec quelqu'un dans votre vie qui en a besoin. Merci et à bientôt. Merci à toi, Laura, d'aborder ce sujet si important qu'est le burn-out et qu'on puisse en parler ensemble. Merci.